Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview. Je vous avais dit que j'avais plein d'autres surprises pour vous. Et donc aujourd'hui, on va recevoir François Ablay qui vit au Canada, à Ottawa précisément. Et oui, donc on change carrément de continent. Et j'ai encore d'autres surprises, elles arrivent dans la semaine. Et donc il va nous parler de la perception en tant que... il est trader indépendant. Et donc il va nous parler de sa perception de l'environnement macroéconomique actuel, tout simplement et également de parler de son point de vue en tant que Canadien, de ce qui se passe en Europe, tout comme de comment les choses sont vécues au Canada par la population avec le contexte économique que vous connaissez aujourd'hui et que vous vivez aujourd'hui au quotidien. C'est parti. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de changer de continent cette fois-ci. Je vous avais dit que j'avais plein de surprises pour vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Ablay en direct du Canada. Il vit précisément à Ottawa. Bon, je vais pas me présenter, je vais pas te présenter, je vais te laisser faire, François. Et l'idée, c'est un petit peu d'avoir les points de vue différents de différents traders qui sont qui travaillent, enfin et qui vivent également un petit peu partout à travers le globe, plutôt que de rester focus sur la vision qu'on en a nous sur notre vieux continent européen. Donc, François, je t'en prie, je t'invite à te présenter, je te laisse faire, je te cède la parole. Alors, merci beaucoup, Rachid. Merci de m'inviter sur ta chaîne. C'est très apprécié. Je suis très content d'être parmi vous. Je salue aussi tes auditeurs Avec et plaisir. auditrices. Merci de partager ce moment avec moi. Et évidemment, comme tu l'as dit, mon nom est François Blé. Je suis trader indépendant. Certains, peut-être parmi les auditeurs, peut-être m'ont découvert il y a de cela peut-être 3 ou 4 ans, à l'époque quand j'étais très actif sur mes réseaux sociaux, D'accord. à savoir ma chaîne YouTube et puis aussi ma page officielle qui s'appelait GSTA et à l'époque qui est devenue Excenomics. Vous m'avez vu faire des interventions. Je me prononçais assez souvent sur l'actualité globale des marchés, financières et tout ça. Je Ok. partageais aussi des trades, des analyses de ce qui nous entoure. Et donc, c'est avec un réel plaisir que je viens ici, sur ta chaîne, pour partager ça avec vous. Donc là, ce sont les souvenirs qui font que du coup, tu as accepté aussi de venir sur ma chaîne afin de te remémorer les bons vieux souvenirs que tu avais lorsque Voi- tu as ta voi- propre chaîne. Voilà, exactement. Parce que ça fait longtemps que je me suis plus prononcé de manière, on va dire, publique sur D'accord. un réseau social ou bien sûr ma propre chaîne. J'ai D'accord. cessé les vidéos parce que j'étais à cause de l'agenda qui est tellement chargé. Hmm. Mais aujourd'hui, voilà, j'étais très content de rentrer en contact avec toi parce que j'avais aussi découvert que tu avais fait le même exercice avec Marc Rafa, qui est un ami, et que je salue au passage. Donc voilà, je suis très content d'être avec vous. Super. Bah, écoute, on est tout aussi content que toi. Est-ce Merci. que tu pourrais, alors aujourd'hui tu trades, mais quelle est un petit peu la spécialité qui est la tienne? Est-ce que tu es plus chartiste? Est-ce que tu es plus, sur l'analyse fondamentale, donc macroéconomique? Est-ce que tu mélanges les 2? Enfin, finalement, qu'est-ce que tu fais? Et sur également, quel type de support tu trades? FX, matières premières, peut-être même tous en même temps? Enfin, je te cède la parole, encore une fois, je te laisse nous raconter un petit peu ton métier au quotidien. Vas-y. Oui. Alors, mon style de trading, il est très simple. Moi, je suis à la fois un macro trader, comme on le dit, donc un trader Mmh. qui se base sur la macroéconomique et puis aussi sur l'analyse quantitative. Alors, l'analyse quantitative, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est d'utiliser des méthodes statistiques, mathématiques, au marché financier afin d'optimiser en quelque sorte les interventions qu'on fait en minimisant tout, bien sûr, le risque et puis en maximisant les profits. Bien Donc, sûr. ça permet donc d'avoir le profil du marché, de savoir si on est dans une phase de marché extrêmement volatile et comment est-ce qu'il faut, disons, naviguer avec ça, ou alors il n'y a pas de souci, la volatilité est très, très basse et donc on peut utiliser beaucoup de risques de notre portefeuille pour pouvoir évoluer. Parce que dites-vous que quand on rentre dans un marché où la fluctuation est dense, psychologiquement, c'est très difficile si on a de grosses positions parce que chaque fois, vous voyez que votre PNL varie, ça passe du rouge au vert, du vert au rouge, ça devient un peu souvent usant psychologiquement. Voilà pourquoi
il est très important, enfin, je trouve important de quantifier le risque des marchés avant de pouvoir prendre une décision d'achat ou de vente, dépendamment du sens que vous vous trouvez. Donc, D'accord. essentiellement, c'est ce que je fais. Et tu les fais sur quels produits financiers? Je travaille souvent sur les matières premières, donc sur le pétrole et sur Ouais. l'or. On m'a connu plus souvent sur les réseaux sociaux comme étant un analyste sur la paire USD-CAD parce Mmh. que j'ai été très actif, je crois, parmi les analystes et traders francophones. Je suis quand même un de ceux qui a beaucoup publié sur l'USDK. Donc, évidemment, la devise canadienne contre la devise américaine, c'est quelque chose que je travaille au quotidien. Mais en plus de cela, on peut dire que par catégorie, donc sur le Forex, je travaille sur l'USD-CAD et l'AUD-USD, sur les matières premières, sur le pétrole et puis le gold. Et sur les indices, je regarde beaucoup le Nasdaq, et puis, le marché obligataire, je suis souvent avec le T-note, donc les taux, euh, les Treasury notes, donc les taux obligataires de 10 ans. Voilà, Mmh. c'est ce que je fais. Ce sont les produits que je surveille le plus. Alors c'est intéressant parce que tout ça, il y a pas mal de volatilité en ce moment, hein, le pétrole, l'or, et justement les bons obligataires en ce moment, c'est un petit peu sport, hein, sur les marchés en ce moment, je trouve, hein, C'est ça. sur ces thématiques-là. Oui, Le pétrole, il arrête pas de swinguer en ce moment, bah, forcément avec le conflit russo-ukrainien, mais si tu le permets, on y reviendra par la suite. bien sûr. Hem, OK, je te remercie pour toutes ces précisions. Hem qu'est-ce que enfin, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Canada, de l'actualité économique, hein? Comment est-ce qu'elle est vécue au quotidien, tu sais? La bulle immobilière, l'inflation, les pénuries, comment est-ce que vous le vivez au quotidien au Canada aujourd'hui, tout ça? À la fois, je te parle dans la population et en tant que de ton point de vue, enfin, de ton point de vue en tant que, trader, hein, finalement, Bien qui est sûr. là, de position sur les marchés. Alors, c'est une excellente question parce que au Canada, il faut dire que nous avons la chance, hein, on peut se targuer d'avoir la chance d'avoir un grand canal d'approvisionnement et de circuit de distribution au niveau des aliments. Donc, bien qu'on subit une inflation généralisée qui atteint des sommets depuis près de 40 ans, on remarque de façon très rare que les étagères se vident, d'accord? D'accord, Principalement, c'est dû au fait que euh, on a forcément une pénurie de main-d'œuvre ici au Canada parce que beaucoup de gens ont été, bien sûr, ont perdu leur boulot et le gouvernement canadien, donc de M. Trudeau, qui est libéral, avait initié de continuer à stimuler les dépenses de consommation pour ne pas arriver à une situation de déflation au Canada, tout comme les Américains l'ont fait. Donc, ils ont initié ce qu'on appelle les PCU checks. Donc, ce sont les chèques concernant mmh, la pandémie du Covid qu'on a subi. Donc, qui était disons, d'envoyer ça comme chaque fin de mois aux citoyens normaux canadiens ouais. pour compenser la perte de l'emploi due à la pandémie Ouais, c'est ça. et de Ça stimule la maintenir un certain consommation. niveau voilà, de consommation Mmh. pour ne pas faire chuter brutalement les prix, puisque c'est ça le risque déflationniste que on a voulu éviter. Cependant, cette mesure qui a permis quand même de stabiliser l'économie canadienne est en train de nous amener à des effets pervers, notamment la pénurie de main-d'œuvre que nous subissons parce que beaucoup de gens ne veulent plus retourner travailler. Voilà. Donc, c'est parce qu'ils ont été habitués à recevoir de l'argent chaque fin de mois. Et ça pèse beaucoup dans le budget. Ça fait que les taxes au niveau du Canada sont en train d'être augmentées. On a déjà subi une hausse de taxes de près de 30%. Et cela Ah se oui. répercute également sur l'immobilier canadien qui est actuellement sur un sommet. L'immobilier canadien est sur un sommet qui est stimulé, elle aussi, à son tour, par la flambée du prix du pétrole et donc la hausse généralisée des denrées alimentaires. Et on se retrouve à un schéma où, si la Banque centrale canadienne intervient, ce qu'elle va faire probablement, si elle intervient pour augmenter les taux, cela va affecter, n'est-ce pas, le panier de la ménagère, donc l'argent des ménages, et cela va affecter aussi le revenu des ménages. Parce que dites-vous que ça fait déjà 40 ans qu'on n'a jamais eu une inflation aussi élevée,
Mais tout à fait. ça fait 25 ans on a réussi à maintenir l'inflation à une cible de 2%. Et Ouais. aujourd'hui, on se retrouve sur des sommets d'il y a 40 ans. Donc, la question que les économistes se posent, c'est est-ce que on crée un environnement où on y va avec, disons, l'allure de la manière l'inflation évolue pour redynamiser le secteur de l'emploi, pour créer de nouvelles embauches, mais les entreprises ne pourront pas suivre parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour payer. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un calcul comme ça de façon sommaire. Le salaire minimum, normalement, au Canada, enfin, en Ontario, puisque Ontario, on prend toujours l'Ontario parce que c'est là où il y a la capitale, donc à Ottawa, et puis aussi Ok. Toronto, qui est donc la métropole la plus puissante économiquement. Le salaire moyen est de 15 dollars de l'heure. Il est entre une fourchette de 14,50 à 15 dollars de l'heure. Et donc, si on, ça c'est, le calcul était fait basé sur, indexé à l'inflation qui était à 2% à l'époque. Hmm. Alors, si on va sur l'inflation maintenant qui est à 6%, on se retrouve avec un salaire minimum moyen de 27 dollars de l'heure. Alors, aucune compagnie ne va offrir 27 dollars de l'heure à quiconque. Ce qui fait que les gens refusent d'aller travailler et les entreprises aussi ne sont pas prêtes à augmenter le salaire minimum. Vous voyez? Ouais, Donc, est-ce qu'elles ont elles-mêmes les moyens finalement de payer, sachant qu'il y a un ralentissement d'activité du fait de la pénurie, du fait qu'elles n'arrivent pas à verser les salaires? Enfin, c'est un cercle vicieux, hein, finalement, qui s'installe c'est quelque ça. part. Voilà, donc ce cercle vicieux, justement, conditionne, disons, la consommation parce que si les gens ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas dépenser. Et donc, Exactement. donc la propension d'épargne et de consommation commence à diminuer et ça pèse justement sur l'économie où on assiste quasiment à une sorte de stagflation, c'est-à-dire que l'économie stagne et l'inflation continue de monter alors que l'économie stagne. Donc ça, c'est un réel danger Exactement. pour l'effondrement, pour un effondrement. Bah, c'est un petit peu alors finalement, ça rejoint un petit peu ce qui se passe un peu partout parce que finalement, nous, sur le vieux continent, c'est un peu ce qui se passe. En fait, on a peur de l'annoncer officiellement, mais moi, je suis convaincu qu'on est déjà en stagflation. Ils font traîner, hein, parce que c'est comme au début, ils disaient, quand j'avais fait ma vidéo sur l'inflation, parce que j'ai fait une vidéo sur l'inflation, si je sais pas si tu l'as vu, mais Oui, je l'ai vu, oui. à ce moment-là, il y avait pas beaucoup d'inflation du tout, elle était encore très, très basse et C'est vrai, finalement ouais. c'est qu'avec les mois, elle a pas arrêté d'augmenter jusqu'à devenir, problématique. Alors là, avec le conflit russo-ukrainien, c'est encore pire. On a carrément les pénuries qui vont encore accroître cette inflation. Ça. Mais finalement, on est déjà en stagflation. La vérité, c'est qu'on y est déjà. Et simplement Bien que, sûr, oui. bah, les politiques, hein, des banques centrales, je pense qu'elles veulent pas l'annoncer parce qu'elles savent que ça c'est un mot qui va causer un réel choc sur les marchés. Bien sûr, elles n'ont Envahir pas, pardon. oui, elles n'ont pas intérêt à l'annoncer parce que d'un point de vue Exactement. budgétaire, les politiques actuellement n'ont pas créé, disons, n'ont pas prévu cette guerre en Ukraine, bien qu'elle était dans les petits papiers des officiels, parce que les discussions entre la Russie et l'Ukraine ne datent pas d'aujourd'hui, ça Ça date de date de 2014. 2014-2012. Exactement. Et certains mêmes politiciens avaient déjà annoncé ou prédit que ça allait un jour, pardonnez-moi de l'expression, chier dans le ventilo. Et aujourd'hui, on arrive à une situation Sur le où tard. on est confronté, malgré nous, à faire face à Ouais. cette menace russe, si je peux me permettre Ouais, de le dire ainsi sans blesser quiconque. Alors, donc, dans la manière que c'est fait, économiquement, on n'a pas les moyens pour faire une guerre. On n'a pas aussi les moyens aussi d'augmenter le budget, enfin de subventionner les petites et moyennes entreprises pour, disons, augmenter leur capacité à offrir beaucoup d'argent pour recruter des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne sont pas intéressés à travailler. Parce que quand on calcule le taux de chômage, bien sûr, ce sont les gens qui sont en âge de travailler, mais qui ne travaillent pas. Alors que là, on se retrouve dans une situation où on a des gens qui sont en âge de travailler, mais ne veulent pas travailler. C'est différent. ouais. Okay? La nuance est là. Donc, ça fait qu'il faut un incitatif pour aller les chercher, pour compenser cet afflux de personnes qui doivent renchérir le marché de l'emploi. Sauf que on a des difficultés en ce moment et au niveau de la politique monétaire, si on augmente les taux, on a déjà le taux de chômage qui était quand même à un très bon niveau parce qu'il y a une certaine reprise lorsqu'on est sorti du confinement, mais qui ne bouge plus depuis un certain moment. Il n'y a plus ce Alors, dynamisme qui était il avant a ça. quel taux le chômage aujourd'hui? Ah, le taux de chômage canadien est à peu près entre 4,5 à 5% à peu près.
Ok. Et face à... qui est considéré à peu près comme un plein emploi par rapport, si on se fie aux Américains, parce que les Américains, enfin, ils ont des prix Nobel qui estiment que si le taux de chômage est en dessous, est inférieur ou égal à 5%, on est en plein emploi. Ici, D'accord. on est aux alentours des, des 5,50. Voilà. D'accord. Et pour une population de 35 millions d'habitants, si je me trompe pas, hein. Oui, mais ce n'est pas 35 millions d'habitants qui travaillent. Il y a Bien dans sûr. l'échantillon, Oui, voilà. bien sûr, il y a la population active, il y a ceux qui sont à la retraite, il y a ceux qui sont encore à l'école, oui, bien C'est ça, sûr. c'est ça. Et l'inflation, tout à l'heure, tu as dit qu'au Canada, actuellement, elle est de 6%, c'est ça? Elle est pas de plus. On, on a dépassé, on est à peu près, on est Pardon, à 7%. Ouais. c'est ce qui me semblait, ouais. Les Américains sont à 8,5, nous on est à 7%. Ouais, 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 ouais. Ok, ok. Ah ouais, c'est vrai que ça pique, hein. Ça pique. Ouais, c'est ça. La dernière Ok. fois qu'on a été à 7% d'inflation, c'était en 1900, je crois, selon les archives, hein, c'était en 1976, ouais, 75, 76. C'était à Ah oui, l'époque, ça correspond curieusement à le l'époque de la premier choc flambée pétrolier. des prix, ouais, au choc pétrolier, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais, C'était au premier choc pétrolier, 76, parce que le deuxième choc pétrolier, lui, c'était en 79, hein, de mémoire. tout à fait, ouais. D'accord. Bon. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Donc là, on a parlé d'inflation, on a parlé de ce que tu fais comme, alors parle-nous, voilà, c'est ça, la bulle immobilière qui est en ce moment au Canada. Oui, Comment donc est-ce comme je qu'elle dis, comment est-ce qu'elle est ressentie? Je t'écoute. bien sûr, alors évidemment, ça va dans le même sens parce que lorsque on a des ménages qui de plus en plus éprouvent des difficultés à dépenser pour leur consommation de base, ce n'est pas donc une hypothèque qu'ils vont être en mesure de pouvoir rencontrer chaque mois parce que, comme vous le savez, quand on augmente les taux, il faut que les banques à charte qui dépendent des banques centrales puissent aussi réajuster leur taux Exactement. hypothécaire par rapport à leur à ce qu'elles offrent comme crédit hypothécaire. Alors, ici au Canada, on a un indicateur qu'on appelle le Home Equity Line of Credit, HELOC. OK. Alors, c'est un taux auquel qui généralise ou qui symbolise en fait la capacité des Canadiens à pouvoir rencontrer leur paiement hypothécaire, leur paiement sur leur marge hypothécaire, mois après mois. Et ce chiffre-là, justement, est un indicateur très puissant parce qu'il nous permet de voir si les Canadiens, de manière générale, sont dans un risque de défaut de paiement. Donc, on peut se retrouver en quoi des situations de 2008-2009, hein, comme Ouais. crise des subprimes, ou bien non, ça va, on a une bonne dynamique, les gens font leur paiement et qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Donc, cet indicateur actuellement est dans le rouge. OK? D'accord. Le premier signal est apparu il y a de cela 2 mois où il y a un économiste à la Banque du Canada qui est spécialisé sur les questions de hypothèque qui avait dit que actuellement, on se retrouve dans des proportions un peu difficiles. Et le prix du pétrole n'arrange pas la situation parce Ouais. que la deuxième chose qui est la plus importante au Canada, c'est aussi les prêts auto, les paiements de voitures. Donc, quand on a des paiements de voitures, on a des hypothèques qui sont très élevées, avec des taux d'intérêt qui se resserrent, évidemment, alors que le salaire ne change pas, évidemment. Les gens ont du mal à s'en sortir et ça peut créer donc des ventes. Les gens vont chercher à se débarrasser de leur hypothèque. Et c'est ça qui est donc le signal annonciateur d'un éclatement de la bulle hypothécaire, la bulle, disons, immobilière que nous avons au Canada depuis près maintenant de 8 à 9 ans, que les prix ne font que grimper. Donc, donc si la Banque du Canada hausse le taux d'intérêt au rythme qu'elle a prévu en début d'année, c'est-à-dire de 50 points de base à chaque meeting, Ouais. on peut estimer que dans 8 mois, dans 8 à 1 an, donc fin 2023, mi-2023 ou fin 2023, peut-être même début 2024, on peut avoir donc des corrections majeures sur le prix de l'immobilier. OK, alors c'était ça ma question. Alors, est-ce que tu penses honnêtement que, la Banque centrale canadienne ne va pas réagir plus tôt face à une inflation aussi élevée? Parce que finalement, hem si aujourd'hui elle augmente de 0,1 point de base, tous les mois l'inflation, j'ai l'impression que maintenant on est sur une, phase où elle accélère l'inflation. On est certain de prendre minimum 0,5 points tous les mois d'inflation. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a aujourd'hui, sur le territoire et encore c'est encore plus vrai aux États-Unis. Hmm.
Donc les 2 économies étant proches, le Canada et les USA, j'ai l'impression que finalement ça va jamais suffire, hein. C'est même une certitude, hein, ce que je dis, mais ça n'engage que moi, aujourd'hui et je pense que les 0,5 points ne vont pas suffire. Moi, je pense que les banques centrales, USA, des États-Unis, de l'Europe ou encore du Canada, je les vois plus en train d'accélérer leur remontée des taux, ce qui pourrait d'ailleurs potentiellement, provoquer le crash de cette fameuse bulle canadienne au niveau du marché immobilier, de manière plus rapide. Effectivement, au vu de ce que tu me dis, OK, je comprends mieux pourquoi est-ce que tu penses qu'elle va éclater, là, d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses pas que la banque centrale canadienne va plutôt relever ses taux un petit peu plus tôt? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, leur mesure qu'ils sont en train de faire est très bonne. La Banque du Canada est connue pour être une banque centrale très sérieuse. Maintenir une inflation à 2% pendant près de 30 ans, ce n'est pas donné à tout le monde qui peut se... Mmh. La preuve, c'est qu'on voit le Japon comme ils sont en difficulté, on voit comment la Nouvelle-Zélande a aussi des difficultés. Donc, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Mmh. Mais là où elles auront beaucoup de peine à faire, c'est que on n'a pas rattrapé le retard qu'on a accumulé à partir de la sortie des politiques monétaires accommodantes qui avaient Ouais, commencé en 2014. Okay? On a maintenu les taux bas tous les jours, malgré qu'il fallait remonter les taux pour commencer à amorcer un cycle plus normal, c'est-à-dire la normalisation de la politique monétaire. On n'a pas normalisé. Donc, on agit comme ça de telle sorte que c'est comme si on ignorait le le fond passif mmh. qu'on avait auparavant. Donc, ce qui fait que, comme je rejoins ton point de vue, même si elle augmente de 50 points de base, de 75 points de base, cela va peut-être atténuer à très court terme les effets. Mais on va toujours être rattrapé par le retard qu'on n'a Exactement. pas, on n'a pas eu à faire. Donc, actuellement, la Banque du Canada, je ne sais pas par quelle méthode, quel outil qu'elle a à sa disposition. Je sais qu'elle est quand même très sérieuse. Ils ont de très, très bons économistes. Mais le rachat des actifs qui est utilisé généralement comme la mesure centrale par les banques centrales, d'injecter enfin, de diminuer le passif de la Banque centrale au niveau de l'injection quotidienne des activités. Actuellement, il est à 95 milliards aux États-Unis. Chez nous, ici, il est à environ 70 milliards. Même si on passe à 50, voire à 40 ou à 30, c'est difficile en ce moment-là parce qu'on n'est pas dans un bon contexte. Ouais. On a le retard, comme j'ai dit, et puis on a aussi la crise ukrainienne Ouais, qui bah, pour alors moi, qui pour moi, de mon point de vue, n'a pas sa raison d'être parce qu'on était déjà déficitaire dans notre budget. On était déjà aussi déficitaire au niveau des banques centrales. Donc, on ne peut pas encore se permettre de creuser encore parce qu'une guerre, ça se finance. Il faut imprimer de l'argent, il faut lancer des bons du trésor à des échéances beaucoup plus longues, donc 30 ans, 50 ans. Mais on va le payer sur des années à venir. Et actuellement, on n'est pas dans disons, dans une bonne période pour pouvoir faire ce genre de mesures. ouais, Ça aurait c'est été pas possible. Voilà, ça aurait été possible si on n'avait pas eu ce retard. Bon, on aurait peut-être se permettre un peu, pourquoi pas, mais actuellement, je crois que c'est criard ce que nous avons. Et au point même que le PIB, vous avez vu récemment le PIB annualisé qui a été révisé justement à la baisse parce que les prévisions du FMI sortent toujours en janvier, en avril, et puis je crois en juin ou en juillet, et puis après ça en septembre ou octobre. Donc, les prévisions qui étaient sorties en janvier, qui prévoyaient donc une croissance mondiale de 5,8, sont ressorties récemment à 2 points, 2,7. Et aux États-Unis, on a un taux de croissance annuel qui a été révisé à 1,4. Donc, on voit que les perspectives de croissance se réduisent parce qu'on est confronté à une situation qui est difficile. Parce que dans le même temps qu'on doit stabiliser l'économie pour faire un atterrissage en douceur, on doit en même temps aussi essayer de tordre le cou à l'inflation qui ne fait que grimper. Donc, on est confronté à deux crises économiques. C'est complètement. important de le rappeler. Ouais, ouais. Habituellement, on a toujours le luxe de juste contrôler une crise. Mais là, on est confronté à deux crises économiques.
On est confronté aussi à une bulle aussi immobilière. On est confronté également à un problème de budget, donc de financement à cause d'une guerre qu'on a. On est confronté à beaucoup de choses. Les Et tout revenus ça, obligataires qui sont très bas, le voilà, pétrole qui grimpe, enfin le voilà, pétrole c'est qui grimpe. Et les donc, actions qui sont en train de descendre aussi, qui ont commencé à sérieusement descendre. En fait, on est dans un environnement multibulle en fait, hein, exact. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire tout ça, mais je fais confiance à leurs économistes, mais je ne sais pas comment ils vont faire pour s'assurer que tout ça se stabilise. Parce que là, ici, il n'est pas question de... On ne peut pas éviter une crise. D'ailleurs, ce n'est même pas dans le mandat même d'une banque centrale. Ce n'est pas dans son mandat d'éviter une crise. Mais par contre, ce qui est dans son mandat, c'est de s'assurer d'avoir un atterrissage en douceur. C'est-à-dire qu'on n'est ouais. pas, on n'est pas de casse. Donc, on est un peu comme dans un avion où il manque du kérosène. Et donc, il faut qu'on atterrisse. Et il faut qu'on se dépêche d'atterrir parce qu'on ne peut pas rester en l'air de manière Indéfiniment. indéfinie. Donc, Et en parlant de kérosène, nous, la vision qu'on a aujourd'hui, hein, depuis la France, hein, et même depuis la Suisse, même avec Marc, enfin, tu sais, on est en train de parler d'un baril du pétrole qui peut monter à 185 $ le baril, hein. Pour un pays producteur comme le Canada, ça sera en plus une très bonne chose. Ou alors ce serait une très mauvaise chose, parce que ce serait bien, hein, d'avoir un pétrole aussi élevé à vendre pour faire rentrer plus de cash, hein, pour le pays. En tout cas sur du court terme, parce que je pense pas que le baril va rester à 185 $ ad vitam aeternam non plus. Voilà. Finalement, quel est ton point de vue à toi en tant que trader, canadien, donc depuis un pays, bah, qui est producteur, hein, finalement de pétrole? alors, ça aussi, c'est une très bonne question parce que le pétrole canadien est un pétrole qui est malheureusement qui est très sale. Ouais, Ok. ouais, C'est un pétrole qui est très sale et ça demande beaucoup de coûts, beaucoup d'énormes coûts en termes dans la production pour pouvoir le produire. Donc, ici au Canada, évidemment, on est content quand le baril du pétrole se trouve aux alentours des 65 voire 75 $ le baril. Ça, en ce moment-là, on est intéressant parce que ça permet d'atténuer nos coûts de production. Bon, un pétrole, bien sûr, théoriquement, s'il va à 180 $ le baril, évidemment, le Canada est content. Mais ça, c'est à très court terme. Mais n'oublie pas que le pétrole aussi est un vecteur, est un stimuli de l'inflation. Alors, exactement. est-ce que et l'immobilier est corrélé à l'inflation à peut-être près de 80%. Donc, si les prix du pétrole flambent, l'immobilier va aussi flamber. Alors, Mmh. est-ce que les ménages sont prêts justement à, à avoir ou à se faire réévaluer leur bien immobilier qui vaut 3, 4 fois plus, ce qui veut dire que les taxes immobilières vont aussi être aussi doublées, voire triplées. Est-ce que les gens sont prêts à ça? Je ne pense pas. Donc Mmh. ça peut créer donc un déséquilibre au niveau de l'assiette justement fiscale et immobilière du Canada. Donc les effets seront peut-être à très court terme très intéressants pour l'économie canadienne, mais à moyen et long terme, ça va créer aussi des dommages très importants et ça peut aussi constituer un facteur de bulle à venir Mmh. dont les conséquences peuvent être encore beaucoup plus graves que ce qu'on a. Bah oui, effectivement, parce que de ce que tu viens de me dire, ça peut même forcer finalement, bah, la bulle immobilière à Parce, s'effondrer, tout parce que simplement. Le Canada fonctionne de manière très conservatrice. Mmh. Très conservatrice. Oui, de manière très conservatrice, c'est-à-dire que elle a, disons, elle se, ici, les gens se basent beaucoup sur les actifs traditionnels, c'est-à-dire les produits d'assurance, Ouais, l'immobilier. Ils ne sont pas très joueurs comme les Américains qui sont souvent dans les actions, dans les options, dans les futurs et tout ça. Ce n'est pas un pays de trading, le Canada. C'est un pays qui est vraiment axé sur tout ce qui est actifs immobiliers, fixed income, obligations d'épargne du Canada, OEC, obligations d'épargne municipale. les Donc, ce valeurs sont des défensives, les valeurs sûres, on va dire. défensives très sûres, voilà, très conservatrices, avec des rendements qui sont très faibles, qui sont à peu Mmh. près à 2% par année, 3%, mais qui sont quasiment garantis. Ouais, Et ça, d'accord. c'est dans un environnement où l'inflation est à 2% que ça peut fonctionner. Mais quand vous avez une inflation à 8%, et puis on vous donne un investissement à 2%, vous êtes perdant de 6%. Donc, ça Exa n'arrange pas. Donc, tout le exactement. monde se réfugie dans l'immobilier. Mais si le prix de l'immobilier aussi flambe, bah, du coup, les gens n'ont plus rien comme actif. Ouais, Euh, ouais, ouais, tout à fait. Mmh. voilà, donc, c'est ça qui est difficile, qui sera difficile si le pétrole effectivement va au-delà de 150 $ le baril. Ça va être très, très difficile Ouais, pour les d'accord. Canadiens. Ouais. Mmh.
Et quelle aujourd'hui un petit peu, bah, la vision, bon, tu en as un petit peu parlé, mais tu sais, du conflit, russo-ukrainien. Quelle est un petit peu ta vision de toi, de Canadien, depuis, bah, qu'est-ce que pense, la politique de ton pays, de ce qui se passe, hein, finalement, par rapport à ce conflit qui finalement est en train de, bah, à la fois d'accroître les pénuries, ce qui par ricochet accroît finalement cette inflation de manière encore plus importante Oui. et toutes les conséquences, hein, sociales et économiques qui va y avoir, hein, finalement. Oui, mais ça, c'est malheureux de le dire parce que moi, personnellement, je ne soutiens pas cette guerre. Je pense qu'elle n'a pas sa raison d'être et économiquement, ça coûte beaucoup. Ça nous coûte beaucoup. Ça fait que le gouvernement est distrait à se concentrer sur cette guerre qui n'apporte rien au lieu de régler le problème du chômage et le problème de la pénurie de main-d'œuvre. On a aussi une crise sociale aussi au niveau de l'immobilier puisque beaucoup de propriétaires ne tardent pas à mettre les gens à la porte parce que les gens n'ont pas de revenus assez conséquents pour pouvoir payer Oui. les loyers, sauf que les propriétaires, eux aussi, ont des hypothèques, il faut qu'ils les payent, donc il faut qu'ils trouvent l'argent quelque part. Donc ça fait qu'on est dans une spirale Pire. infernale, comme j'ai dit, voilà, de multibulles, et Mmh. le gouvernement n'a pas les moyens de régler ça et il est concentré sur d'autres choses qui n'apportent à rien plutôt que de la destruction et puis des catastrophes sociales. Donc moi, comment je vois ça avec beaucoup de regrets, voilà, avec Ouais, beaucoup de dommages. Il y a mieux à faire. C'est ce que j'ai jamais dit. Il y a mieux à faire. Et je crois ouais, que nous devons plutôt nous concentrer sur les problèmes sociaux qui minent actuellement l'économie canadienne, qui est ouais. actuellement rongée de l'intérieur. Parce Mmh. que ça fait quasiment 4 ans. C'est la première fois que ça fait 4 ans de suite qu'on est on a un gouvernement qui affiche un budget négatif, un budget déficitaire. Ça fait 4 ans. On va rentrer dans la 5e année. C'est du jamais vu dans l'histoire de la politique canadienne. 4 ans de budget déficitaire, ça fait trop. Et ça veut dire qu'économiquement, il y a des taxes qui sont en préparation, qui vont arriver. Donc, on va augmenter encore les taxes. Et quand on augmente les taxes, ben, ça veut dire que les gens doivent travailler 2 fois plus, 3 fois plus pour payer les taxes, là. Et ces taxes-là ne servent pas à construire les infrastructures, à améliorer le bien-être ou le cadre de vie des gens. Ça sert plutôt à compenser un problème qui n'a pas besoin d'être. Donc, je Ouais. pense que ça serait un peu dommage, enfin, pour nous qui sommes ici. Et puis aussi, les catastrophes peuvent être aussi beaucoup plus. Ça peut endommager, ça va détruire le pouvoir des ménages des consommateurs canadiens que nous Ouais. sommes, parce qu'on est déjà rongé par cette inflation. Aujourd'hui, vous allez à l'épicerie. Avant, avec 20 dollars, vous pouvez au moins remplir un sachet. Aujourd'hui, même avec 100 dollars, c'est comme si vous n'avez rien fait. Ouais, ouais, on a un peu ce Donc, ça, problème-là aussi. voilà. Voilà. Donc, au point même que les épiceries sont obligées de. En français, en anglais, on appelle ça. Ils appellent ça, ils ont trouvé un terme, ils appellent ça shrinkflation. Oui, 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 tout à fait. En gros, C'est-à-dire que, ils gardent l'emballage, tout est pareil, mais à l'intérieur, il y en a moins, en fait. voilà. Le Voilà. Donc, diamètre des gâteaux qui a diminué. Voilà, c'est ni ça. vu ni connu, la Voilà. shrinkflation. C'est Ouais, ça. je suis d'accord. Donc, du coup, ça fait que on vit on vit pas bien, quoi. On vit pas bien Ouais. et les ressources, bien que, comme j'ai dit au début, on se vante d'avoir un circuit d'approvisionnement assez intéressant parce que pendant la COVID, le Canada est l'un des pays qui n'a pas eu vraiment de problème en termes de réapprovisionnement dans les chaînes de distribution alimentaire. On avait quand même, on a été gâtés, on a eu à manger. Et puis à boire. Ce qui a manqué sur le marché, c'était souvent le papier hygiénique, Mmh. et étrangement, personne n'a compris pourquoi. Ah oui. Parce que les gens achetaient en quantité massive, mais entre autres, de Non, manière globale, c'est pas on que n'a ça, pas hein. manqué vraiment. Hein? Mais c'est pas que ça. Nous aussi, on n'a pas manqué en Europe, pendant au début, je suis d'accord avec toi, mais en fait, le papier hygiénique dont tu me parles, c'est parce qu'en fait, la pâte en question, c'est étrange, hein, mais tous les pays producteurs, bah, notamment comme le Canada de bois, vont l'envoyer en Chine et qu'il C'est soit ça. converti, qu'il soit transformé en pâte à papier, parce que ça coûte toujours moins cher avec le coût de transport aller-retour, c'est incroyable, hein, de C'est vrai. l'envoyer en Chine, de le transformer, ensuite de se le refaire livrer pour ensuite, imprimer le papier toilette, c'est du délire. Mais bon, c'est le principe même de la mondialisation et on voit que ça marche, ça a ses limites, donc Oui, on c'est y sa est limite, oui.
être dépendant d'un seul pays comme la Chine, qui est donc, qui est donc, enfin qui a toujours été, qui depuis plus de 20 ans s'est montré comme étant le pays usine. Finalement, on voit que quand il décide de confiner sa population, on est tous impactés, hein, quelque part. On avait eu aussi le problème aussi des camionneurs, des convoyeurs, Oui, oui, oui. qui avaient été aussi une vraie menace puisque ces gens-là viennent avec, ils approvisionnent les grands centres de distribution depuis les États-Unis, puis ils avaient été, bon, enfin, un grand groupe parmi eux avait été, était en arrêt pour les raisons du pass vaccinal et tout ça. Ouais, tout à Bon, fait. c'est calmé, ce n'est pas fini, mais c'est calmé. Donc, espérons que le gouvernement aussi trouve un moyen de pouvoir régler ce problème qui est endormi pour l'instant et qui peut ressurgir à n'importe quel moment. Et ça fait que on a que des menaces qui nous entourent et C'est ça. on dirait que le gouvernement n'est pas intéressé à s'attaquer à ces problèmes, ces vrais problèmes économiques et sociaux. Et il est distrait plutôt à faire des déploiements militaires, à créer de la logistique, à creuser. Parce que le budget militaire canadien, selon les récents chiffres qu'on avait eu en 2018-2019, était quasiment passé à 600 milliards. Mmh. Pour un pays comme le Canada qui n'est pas un pays c'est pas un pays va en guerre, c'est un pays plutôt qui maintient l'ordre ou qui assiste en termes de logistique. C'est beaucoup 600 milliards, c'est beaucoup. C'est un budget Ouais, assez énorme. ouais, On a beaucoup dépensé en termes d'armement ouais, c'est et je correct, hein. ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit consacrer autant d'argent pour les armes alors qu'on a des problèmes qui sont bien plus urgents que ça, quoi. C'est à peu près le même montant qu'on a dépensé ici en France et en fait, tu sais, l'impression que j'ai, c'est un peu comme, quand tu regardes Gladiator à l'époque des Romains, tu sais? Du pain et des jeux. Pendant que la situation se dégrade, on donne du pain et des jeux à la population. Ce qui fait qu'ils sont distraits, ils oublient tous les problèmes et ils sont focus sur ce qui leur donne tout de suite envie, qui les stimule là tout de suite. Et C'est pendant ce ça. temps-là, la situation continue de se dégrader. C'est étrange. Oui. On verra bien le bout, hein. Tout se paye d'une manière ou d'une autre, hein, et en général un bon crack, suffit. La question, c'est qu'avec cet environnement de multibulle, là, c'est quand est-ce que le crack va arriver? Parce que finalement, si on regarde ce qui s'est passé sur la semaine qui vient de passer, hein, c'est que jeudi, vendredi notamment, les marchés ont fermé, dans le rouge, hein, On a eu la 30e, le 30e jour d'affilée de baisse, hein. 30 jours ouais, de baisse. Ça ouais, fait un mois de baisse. et Ce n'est c'est, pas. et le niveau de baisse d'hier est assez violent quand même, hein, et donc Ouais. on pense là que enfin, le point de vue que j'ai, c'est que lundi, ça va être un carnage, hein, sur les marchés. Voilà. On est sur un support. Donc, Ouais, c'est ça, on est sûr. je sais pas si avec justement parce que on a un meeting de la Fed le 4 mai, Ouais, donc Jérôme Powell va se prononcer. On va voir s'il va maintenir les taux ouais, comme d'habitude, à 50%, comme qui est attendu par le marché. Donc, les marchés ouais, ont corrigé en amont parce que sous forme d'anticipation. Si Jérôme Powell finalement augmente de 25 points de base, les indices vont saluer ça, donc ça va monter. Les indices vont avoir un rebond sur le support. S'il maintient à 50 points de base, il y aura des prises de bénéfices. Donc, il n'y aura pas de. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de mouvement parce que c'était déjà attendu, c'était déjà dans les tuyaux. Par contre, s'il va à 75 points de base, parce que ça aussi, il y a une probabilité qu'on aille aussi à 75 points de base, en ce moment-là, ça peut déclencher un bearish market. ouais, c'est ça, ouais. Bah, j'espère qu'il aura enfin, pour ma part, hein, j'espère qu'il aura l'impulsion nécessaire qui nous permettra enfin de dégonfler cette bulle. Enfin, de l'éclater, en fait, littéralement, cette bulle. Parce que là, il nous faut un crash, littéralement, pour assainir un petit peu toute cette situation, pour Oui, qu'on va dire que tous les morts qu'il y a sous le tapis, qui sortent enfin et qu'on puisse, bah, régler la note, hein, quelque part, comme on l'a fait en 2008, parce que c'est plus possible. On a battu des records, jamais vus, avec un niveau d'activité ralenti et jamais vu, là encore. Et donc, on peut pas voir les marchés battre des records aussi, importants, comme on l'a vu surtout sur l'année précédente, hein, quand on était en plein TINA, hein, et que finalement, bah, c'est bon, là, le TINA, il est passé. Maintenant, il faut qu'on revienne à des choses beaucoup plus, sérieuses, à des c'est ça. valorisations beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus responsables, on va dire. Mhm. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Bon, bah, je pense qu'on s'est tout dit, hein, pour cette interview. Je te remercie infiniment. Vu l'heure qu'il est chez toi, je pense qu'il est temps pour toi d'aller te faire une petite poutine, hein, et sans faire de mauvais jeu de mots avec le président russe. Heu, j'ai voyagé au Canada il y a quelques années. J'ai eu le temps de découvrir un petit peu, cette spécialité, locale, et donc Le mets Poutine existait avant que Poutine lui-même ne soit né.